السلام عليكم. أنا لا نستسمح لا نتكلم إلا بالفرنسية. كنت باطن جدا نعدلها بالحسانية نعدلها غير نعدلها إلا بالفرنسية. ملخص لا نخلي طيب صو يعدلها. Je salue tout le monde. On m'a demandé de parler du passif humanitaire et précisément que s'est-il passé et pourquoi. Moi, je ferai juste des éléments de chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment? En avril 1989, il y a eu ce qu'on appelle l'incident de Diawara. Cet incident qui a opposé des éleveurs mauritaniens à des agriculteurs sénégalais dans cette zone de Diawara. Cela a été un affrontement local qui a fait des victimes, qui a donné lieu à des représailles réciproques de part et d'autre de la frontière, c'est-à-dire en Mauritanie et au Sénégal. En avril-mai 1989, il y a eu un embrasement. Cet incident, qui est somme toute un incident banal, a dégénéré. Et cela a provoqué des émeutes à Dakar et à Nouakchott. Des violences ciblant les ressortissants du pays voisin, souvent menées par des groupes visiblement organisés, on était là à Nouakchott, encadrés et instrumentalisés. Cela s'est passé aussi bien à Nouakchott qu'à Dakar. Il y a eu des pillages de domiciles et de commerces. Il y a eu des sévices, des meurtres, on a tué des gens, et des humiliations des civils. Il y a eu des expulsions et des rapatriements forcés qui sont croisés. Chacun des pays a renvoyé les citoyens des autres. La crise a conduit à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et la fermeture de la frontière. En 1989-90, cet événement ou ce fait qui avait opposé dans un premier temps un éleveur mauritanien, un agriculteur sénégalais, s'est traduit à une crise entre deux pays jusqu'à la rupture des relations diplomatiques et la fermeture des frontières. Mais la suite qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé en Mauritanie. Il y a eu énormément d'exactions. Et ces exactions ont pris une tournure qui est absolument dramatique. Il y a eu d'abord les déportations massives de population. Des villages entiers ont été déportés. Des fonctionnaires ont été pris dans les régions où ils travaillaient pour être expulsés. Et des travailleurs, bien sûr, dans le secteur privé aussi. Pendant cette opération de déportation, il y a eu le retrait et les destructions des documents d'état civil. On prenait quelqu'un, on demande ses pièces, il sort ses pièces et on détruit ses pièces. Il y a eu les spoliations systématiques de biens, en particulier le bétail. Et les éleveurs Peuls en ont beaucoup souffert. Il y a eu des exactions, des arrestations et des exécutions sommaires le long de la vallée du fleuve, du côté mauritanien, je veux dire, qui sont perpétrées par des éléments des forces de sécurité mauritaniennes et qui sont aussi faits par des milices armées. Et je crois que vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, le colonel Woolwide en a parlé, de ces milices qui étaient au niveau de la vallée du fleuve. Et c'est ce qui a produit ce qu'on appelle les fosses communes qui ont été découvertes plus tard. Ces fosses communes, par exemple à Sorimale, à Wochi, dans la région du Brakna, Woinduyol et Moudji dans la région de la wilaya du Guidimaha, pour ne citer que des exemples qui sont très présents dans nos esprits. Sous la pression de ces violences, des dizaines de milliers de Mauritaniens ont fui vers le Sénégal et vers le Mali. Là, je précise qu'au niveau du Mali, les autorités mauritaniennes n'ont pas déporté les Mauritaniens. Mais c'est à la suite des exactions, de ce qui se produit chaque jour, que ces populations ont été obligées, contraintes de fuir leur pays. Certaines vont aller au Sénégal, d'autres vont aller au Mali. Et le HCR a estimé en ce moment qu'il y avait environ 60 000 personnes, des Mauritaniens, qui ont été
des réfugiés dans ces deux pays. Dans le même temps, il y a eu des groupes armés qui sont à la fois certains réfugiés au Sénégal, qui sont organisés, mais il y a aussi des actions de banditisme. Si vous vous rappelez ceux qui étaient déjà là et qui suivaient la situation, se rappellent de certains noms, Papalari, des gens qui sont connus au Sénégal comme étant des bandits des grands chemins, qui se sont ajoutés à ces populations qui étaient des déportés ou des réfugiés, pour venir en Mauritanie mener des représailles. Et bien sûr, ces représailles ont donné lieu à des tueries de civils et aussi au vol de bétail. Ça, c'est ce qui s'est passé entre au niveau des deux frontières. En septembre 90, entre septembre 90 et novembre 91, c'est ce qu'on appelle la tragédie des casernes. Ici, entre septembre 90 et mars 91, des vagues d'arrestations massives, et on parle de milliers, dans l'ordre de 3000 personnes, qui ont été arrêtées entre militaires et civils, qui ont été donc tous arrêtés, et pratiquement toutes les casernes militaires ont connu ces arrestations. Et les villes, de manière générale, Nouakchott, Nouadhibou, Kaïdi, Bogué, etc., partout, il y a eu des civils qui ont été arrêtés. Et ces personnes qui ont été arrêtées ont subi des détentions arbitraires, des traitements inhumains et dégradants, et des exécutions extrajudiciaires. Le paroxysme a été atteint, bien sûr, dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, avec la pendaison de 28 militaires cyniquement qualifiés de sacrifices pour la fête de l'indépendance. Les estimations font état de plus de 500 morts dans les lieux de détention. Ces faits constituent ce qu'on appelle, dans notre jargon politique, on l'a appelé le passif humanitaire. Et c'est un condensé qui n'est peut-être pas exhaustif, je ne peux pas tout citer, mais au moins je donne les grands éléments qui se sont produits. Et c'est ça qu'on a appelé le passif humanitaire, ce qui s'est produit entre 89, 90 et 91. Les survivants sont des témoins. Ils sont là aujourd'hui. On peut les écouter. Et ils sont témoins de ces crimes. L'un d'entre eux, de ces survivants, ce qu'on appelle les rescapés, il y a le lieutenant, l'ex-lieutenant, Si Mohamedou, qui a écrit un livre sur ça, qu'il a titré « L'enfer d'Inal ». Maintenant, pourquoi ces événements? Qu'est-ce qui a justifié ou qu'est-ce qui s'est passé pour que nous assistions à cela? L'incident de Diawara, pourtant, est un incident qui est fréquent, historiquement, qui est banal et qui se produit même de nos jours, aujourd'hui, entre éleveurs et paysans. Ça aurait pu être circonscrit localement, normalement. Ça n'aurait pas pu poser de problème entre des Mauritaniens. Parce que ce n'est ni un conflit frontalier, ce n'était pas un conflit entre la Mauritanie et le Sénégal. Et ce n'est pas non plus aussi un conflit qui est ethnique, parce qu'il a opposé un éleveur Peul et un cultivateur soninké. Donc ça ne devait pas aller jusqu'ici. Mais si cela s'est produit, il y a certainement des choses qui se passaient et qui ont fait que cette crise a dégénéré de cette manière. Et cette crise donc qui a dégénéré, elle s'est produite en Mauritanie. Là, nous parlons de Mauritanie parce qu'en général, quand on évoque le problème, on nous dit qu'il y a eu des Mauritaniens qui ont été victimes d'exactions au Sénégal. Ça, c'est vrai. Mais là, les Mauritaniens ont subi des exactions au Sénégal et même des tueries. Des Sénégalais ont subi des exactions et des tueries en Mauritanie. Mais nous ne parlons pas de ça, nous parlons de ce qui s'est produit entre Mauritaniens eux-mêmes. Donc, la situation qui prévalait, c'était quoi? Il y a d'abord les tensions politiques et sociales, anciennement liées à la cohabitation et dont nous continuons aussi à vivre la situation. On se plaint toujours, mais c'est ça notre réalité, c'est que nous connaissons toujours ces tensions, ces crises liées à la cohabitation. Il y a aussi
la situation socio-économique, la raréfaction des ressources naturelles, la sécheresse qui a pourchassé beaucoup de gens de leur terroir pour aller vers les centres urbains. Il y a eu les aménagements agricoles liés à la mise en valeur du fleuve Sénégal. Je termine. Donc il y a eu cette situation, mais aussi la réforme agraire qui a été mal conçue ou en tout cas mal appliquée. Il y a aussi, en ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle le manifeste du négro-mauritanien opprimé, produit par un mouvement politique qui s'appelle les Flammes. Il y a eu en même temps aussi, toujours dans le cadre de la crise, la tentative de coup d'État de 1987 avec son procès suivi d'exécution de 3 officiers, etc. Tout cela, c'est une situation qui, de plus en plus, était une situation de crise. Donc, ces facteurs et peut-être d'autres qu'on n'a pas cités ont été à l'origine et le soubassement de ce qui s'est produit. Mais ce qui est dramatique, c'est que je considère que pendant cette période, il y a eu des groupes qui sont chauvins, qui sont même racistes pour moi, qui ont infiltré l'appareil d'État et qui ont profité de la situation pour semer le chaos que nous avons vécu. Maintenant, des différents pouvoirs, bien sûr, et je termine par là, ont tenté, et ce sera le thème suivant, de régler les problèmes. Mais je dois tout simplement dire que cette situation est une situation très grave, qui a laissé une plaie qui est encore ouverte et qui a besoin de lucidité et qui a besoin de vérité et qui a besoin aussi qu'on se regarde en face et qu'on ne dise pas qu'on va banaliser des choses aussi cruelles qui se sont passées pour penser qu'on peut gommer ça de la mémoire. Tout à l'heure, quelqu'un avait parlé des expériences de par le monde. Je crois que ça existe. Mais les Mauritaniens aussi sont doués de sens pour pouvoir trouver entre eux des solutions pour régler un problème aussi douloureux, mais qui a besoin d'être réglé, pas pour être effacé de la mémoire, mais pour que cela puisse être maintenu, pour que jamais cela ne puisse se reproduire dans ce pays, dans cette terre d'islam. Je vous remercie.